Bonjour à toutes et à toutes, j'espère que vous allez bien. Cette semaine, c'est un podcast très sérieux que j'ai enregistré, mais c'est aussi un des podcasts qui m'a le plus libérée et qui, émotionnellement, m'a le plus soulagée à faire. Pourtant, j'y parle de choses sérieuses et graves, mais, euh, mais j'espère que c'est un message d'espoir et c'est la première fois que je m'exprime sur des sujets de cet ordre-là sur ce podcast. Alors qu'il faut savoir que ce sont des sujets qui font beaucoup partie de ma vie. Et ce sont des sujets dont j'ai du mal à parler avec mes propres mots. C'est le but de ce podcast. C'est que ce soit une parole libre et brute. Et pourtant, il y a des sujets que l'on a toujours envie de maîtriser. De bien dire, de dire les choses comme ils font, de ne pas faire d'erreurs. On a peur de mal dire, de faire mal les choses ou de ne pas tout dire. C'était donc un exercice difficile à la fois parce que ça parlait de sujets politiques auxquels je tiens, qui m'affectionnent tout particulièrement et sur lesquels je travaille. Et en même temps, ça parlait d'une expérience personnelle très particulière. C'est difficile pour moi de les séparer, la Sarah intérieure, la Sarah du cœur. Pas la Sarah qui a envie de tout bien dire, tout bien faire. Pas la petite chercheuse qui a en moi. Laissez parler la petite Sarah, la Sarah du cœur. La Sarah qui emploie ses mots, qui n'est pas parfaite, mais juste celle qui a vécu les choses et qui a besoin aussi de les exprimer. Et j'espère que vous l'accueillerez avec bienveillance et avec écoute. Je dois quand même faire un trigger warning avant de commencer. On va parler ici d'agression sexuelle, notamment d'une main aux fesses que j'ai reçue dans le métro. J'ai donc pris une main aux fesses et on parlera de ces sujets-là. Ce sont des sujets qui sont sensibles et qui peuvent générer tout un tas d'émotions. Et si vous n'êtes pas dans les bonnes dispositions pour écouter un témoignage sur ce sujet et d'écouter aussi toute l'histoire qui l'accompagne et mon ressenti, les émotions que j'ai vécues, mes doutes, mes opinions aussi sur ce sujet, ce n'est pas grave. Il y aura un prochain podcast très bientôt. Merci à vous et pour le restant, bonne écoute. Bonjour à toutes et à tous et bienvenue à la voix de Saïra. Bonjour à toutes et à toutes. C'est une soirée assez spéciale aujourd'hui pour moi. Pour moi actuellement, c'est la nuit, c'est le soir et c'est une belle soirée. Ouais, on peut dire ça. On peut dire que aujourd'hui c'est une belle soirée. L'automne est là pour moi. C'est bon. Le froid est arrivé. Il fait plus vraiment chaud. Enfin, il y a le soleil, mais pour moi, qui était habituée aux températures du sud, et même si ça fait maintenant très très longtemps que j'habite en France, euh, ah, pour moi, il fait déjà froid. On est à la fin du mois de septembre, vraiment à la toute fin, et c'est bon. L'automne est là et je commence petit à petit à accepter l'idée que l'automne arrive, qu'il est déjà là d'ailleurs, et que je m'apprête à affronter l'hiver. C'est toujours dur pour moi d'affronter l'hiver, c'est assez fou. Et c'est drôle parce que
Depuis que je suis en France, j'entends beaucoup de gens dire qu'ils adorent l'automne. Et j'avoue que moi, je ne comprends pas du tout. Pour moi, l'automne, c'est l'arrivée du froid, c'est l'arrivée de l'hiver qui pointe son nez, que c'est la fin de l'été. Ah, pour moi, l'été, c'est tellement merveilleux. Moi, j'adore la chaleur. Mais je comprends, bon, qu'il y a des gens qui détestent la chaleur. Moi, la chaleur, ça me fait vivre. Et j'ai la sensation que dans la vie, moi, en fait, je pense qu'un animal qui me décrirait très bien serait, je sais pas, un animal qui a besoin de soleil, genre un lézard. Ou, vous voyez, ouais, un lézard. Vous avez ces animaux qui ont besoin de soleil pour se chauffer, pour vivre, pour avoir de la vitalité. Ah bah c'est ça. Je pense que je suis un lézard. Depuis que je suis en France, ils sont là, en train de dire ah c'est tellement beau, les couleurs de l'automne, etc. Et moi je suis là, mais non, c'est les couleurs de la mort. Les feuilles tombent parce qu'elles meurent. En fait, vous comprenez pas. C'est pas un truc beau, c'est la mort. Mais je comprends la beauté, mais j'avoue que même en regardant un tableau avec les couleurs de l'automne, moi, j'arrive pas à être sereine. J'ai vraiment, pour moi, les couleurs de l'automne, pour moi, c'est de l'anxiété. Pour moi, en vérité, c'est un moment anxieux, l'automne. Euh, pour moi, c'est la fin, ça représente encore aujourd'hui pour moi la fin des vacances et le début de la rentrée, en fait, la fin du rêve, en fait, et le début de la vraie vie. Vous voyez, pour moi, c'est ça, en fait. C'est ça, en fait, l'automne. C'est, voilà, maintenant, plus le droit à la rigolade. Maintenant, c'est le travail. Euh, c'est un peu ça. C'est les cigales arrêtent de chanter et les fourmis se mettent au travail. Enfin, elles n'ont jamais arrêté, mais c'est un peu ça dans mon esprit. Mais bon, l'été est fini, l'automne est là. Et je commence petit à petit à sortir de mon déni. Mais nous y voici, nous y voici. Et c'est drôle parce qu'il y a beaucoup de choses qui se sont déclenchées au printemps pour moi qui se finissent en maintenant, donc en, en octobre, quoi, fin septembre, début octobre. Il y a beaucoup de choses que j'ai lancées au printemps, vers mai-mars, et que se termine maintenant. Et notamment une grande affaire pour moi qui se termine. Il y a, je pense, c'était hier, c'était hier ou avant-hier, je sais plus. J'ai été au tribunal parce qu'il faut savoir qu'au mois de mars, j'ai porté plainte pour agression sexuelle. Et ce qui s'est passé, c'est que c'est passé ce qui arrive à beaucoup de femmes dans leur vie et d'hommes aussi, mais c'est que j'étais dans le métro et en sortant du métro, un homme m'a mis la main aux fesses. Voilà, donc expérience très désagréable, mais en même temps qui s'est très bien passée pour moi parce que tout s'est passé avec une fluidité. Alors je parle pas de l'agression, hein, mais je parle de tout ce que ça a enchaîné et comment l'enchaînement des choses s'est passé. Tout s'est passé d'une façon tellement fluide et bonne et vraiment j'étais ébahie et donc bien sûr il y a toujours un côté, moi je suis toujours divisée en deux, j'ai toujours un côté très rationnel, enfin en tout cas j'essaie, et puis j'ai toujours un côté plus on va dire spirituel si l'on veut. Et, euh, et j'aimerais partager avec vous cette expérience et le cheminement que qu'elle a eu en moi, en fait. Alors, comme vous le savez, ce podcast est un podcast qui est de paroles spontanées. Je ne savais pas
si j'allais vous en parler ou pas. Et puis il s'est trouvé que je suis rentrée. Il est très tard, enfin il est très tard, il est 1h30 du matin en ce moment. Je reviens d'un bar où j'étais avec mes amis, où j'ai bu un verre non alcoolisé parce que je ne bois pas d'alcool. Et on a reparlé de tout ça, de cette affaire, et j'ai passé une excellente journée avec mon amie, Gabi, si tu passes par là. Et je me suis dit, je me sens tellement bien, je me sens tellement heureuse, tellement soulagée. Tiens, et si on se mettait devant le micro? Du coup, en mars, cet homme s'est permis de me mettre la main aux fesses. Et il s'est passé une multitude de choses à partir de ce moment-là. Tout d'abord, il faut savoir que j'étais avec une amie, qui est une amie de très très longue date. Une amie, c'est l'amie la plus vieille que j'ai, enfin, c'est celle que je connais depuis le plus longtemps. On se connaît, je pense, depuis qu'on a 15 mois. On s'est rencontrés à la maternelle, enfin à la crèche, je sais pas. Oui, à la crèche, c'est ça. On s'est rencontrés à la crèche. Et vous savez, je me souviens encore du jour où je l'ai rencontrée. Alors elle n'est pas d'accord. Elle pense que c'est impossible que je m'en souvienne. Mais pourtant, moi, j'ai bien la mémoire gravée. En fait, je me souviens de ce moment-là. Et je me souviens je me souviens de la crèche. Et je me souviens qu'on était en fait... il y avait ma mère qui me tenait par les épaules et il y avait le père donc de cette amie-là qui la tenait aussi par les épaules. Et il y avait la récré quoi devant et on était toutes les deux un petit peu timides. Ils étaient là côte à côte avec les enfants quoi. Et, euh, et à un moment, ils disent bah tiens, va jouer avec Sarah, elle est là, allez, va aller faire un tour, allez-y toutes les deux. Et du coup, on était toutes petites, hein, des toutes petites. Et, euh, et je me souviens que on se prend par la main et on s'avance dans cette cour. Et c'était un petit peu impressionnant pour moi, je me souviens. Et en même temps, tout était normal parce que, voilà, on se pose pas 10 000 questions non plus quand on est petit. Et je me souviens que je lui ai demandé en portugais Queres ser minha amiga? Est-ce que tu veux être mon amie? Et elle n'a pas entendu. Et donc, du coup, je lui ai reposé la question Queres ser minha amiga? Est-ce que tu veux être mon amie? Et je me souviens qu'elle a dit oui. Et j'ai jamais oublié, en fait, cette mémoire, elle est restée dans ma tête. J'ai jamais oublié, en fait, voilà, je l'ai vraiment, cette mémoire, et je me souviens, la récré c'était une cour avec un préau, et le sol, il était noir. Et voilà, j'ai très bien, j'ai cette image-là, j'ai ce souvenir-là. Et donc, c'est comme ça que je l'ai rencontré. Et on est restés amis, on est ensuite allé dans la même... en fait, on est allé dans la même école qui faisait de la maternelle jusqu'au lycée. Et on n'a jamais perdu contact parce que depuis qu'on était petite, qu'on était amis et qu'on allait chez l'une et chez l'autre. Et puis à l'adolescence, on s'est un petit peu perdu de vue, mais jamais vraiment arrêté d'être pour autant dans la vie l'une de l'autre et amis à distance, mais unis par un lien qui finalement est celui de l'enfance. Et on est resté en contact, quoi, et avec de l'intimité. Enfin, on est resté, oui, amis, on peut dire ça. On a évolué chacune de notre chemin et il se trouve que en mars dernier, elle est venue passer un mois chez moi parce qu'elle devait venir à Paris pendant un mois et du coup je l'ai hébergée. Et elle était donc avec moi le jour où cet homme a pris la liberté de m'agresser.
Et du coup, on rentrait toutes les deux en métro. C'était c'était le dernier métro, parce que le métro fermait après, donc c'était vraiment le dernier métro, et nous on était à peu près au dernier wagon, et en sortant, cet homme m'agresse, et tout de suite j'ai réagi très très vite, c'est-à-dire que j'ai tout de suite essayé de trouver quelqu'un pour m'aider, quoi, parce que je voulais l'arrêter, moi. Et c'est avéré qu'après, on a réussi avec des agents de la RATP qui étaient au bout de quai, parce que finalement, ils étaient là aussi parce qu'il fallait qu'ils ferment les quais, etc. Donc, ils étaient là. L'homme a été maintenu sur place avec l'aide d'un autre homme qui a été impeccable, qui vraiment, je me souviens très bien, je suis arrivée au bout de quai en hurlant j'ai été agressée sexuellement, j'ai été agressée. Et il m'a regardé droit dans les yeux. Il m'a dit tu veux porter plainte? J'ai dit oui. Il m'a dit t'inquiète pas, il bougera pas de là. Et c'était incroyable parce que il l'a pas fait bouger l'homme jusqu'à la fin. Pourtant l'homme l'a insulté, des choses horribles. C'était franchement, il a été incroyable. Il est resté là, la police est arrivée, il a été embarqué, et moi et mon ami, on est partis au commissariat pour que je porte plainte. Et j'ai donc porté plainte. Et en fait, commencent là les premières étapes en fait de cette histoire. C'est que moi, il faut savoir que on peut dire que je suis une féministe très 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 convaincue. Je sais pas si je peux me dire militante ou pas. En tout cas, je suis une féministe très très convaincue. J'ai des études qui portent sur ce domaine-là. En général, sur ces cas-là, je sais à peu près de quoi je parle, et enfin, je sais même assez bien de quoi je parle, et je sais aussi à quel point, dans ces cas-là, parfois ça peut être difficile au niveau des commissariats, etc., et que parfois la parole n'est pas bien accueillie. Et je dois dire que ça n'a pas du tout été le cas. Il se trouve que cette brigade qui m'a reçue était une brigade qui était formée par la RATP contre les violences sexistes et sexuelles. Et du coup, ils ont pris ma plainte très 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 au sérieux, qui m'ont posé aucune question qui était déplacée. J'ai été prise avec un sérieux qui était vraiment remarquable. Ils m'ont tout de suite cru. Ils n'ont jamais remis en question ma parole. À aucun moment on m'a dit non, mais c'est juste une main aux fesses. Absolument pas. Ils ont tous très très bien pris mesure de la gravité de ce qui venait de se passer, et surtout ils ont tous réagi en fonction, et avec un soutien qui a été vraiment incroyable. Et donc ça, c'était la première étape. J'ai porté plainte. Et puis, d'un point de vue administratif, il y a eu d'autres étapes pour comprendre dans quelle mesure j'avais droit à l'aide juridictionnelle. Donc, en gros, est-ce que l'État allait pouvoir m'aider pour payer mes frais d'avocat, etc., etc. Enfin, je fais tout un tas de démarches administratives. Je me trouve quand même un avocat. Et en fait, même du côté administratif, tout a été d'une fluidité, mais presque affligeante. À quel point tout s'est bien passé et tout a été finalement rapide. Et donc, ce qui se passe, c'est que il y a eu... donc cet homme a été placé en garde à vue pendant 48 heures. Il se trouve qu'il était très alcoolisé. Donc, ils lui ont fait un premier interrogatoire dans lequel il a nié en bloc. Et le lendemain, une fois qu'il a un petit peu décuvé, on lui a fait un second interrogatoire. Et en fait, pendant cet interrogatoire, les policiers avaient pu récupérer les images de vidéosurveillance dans lesquelles on voyait très très bien qu'il me touchait les fesses. Et du coup, face aux images, il a été forcé d'avouer, enfin de dire que oui, il m'avait mis les mains aux fesses. Il a juste contesté le fait qu'il les avait pas attrapées fermement, parce que moi, dans ma déposition, j'avais dit qu'il m'avait attrapé les fesses fermement. Lui, il a dit non, je les ai touchées, mais j'ai pas
Je les ai pas attrapés fermement. Bon, bien sûr bon, hein, c'est vraiment essayer de jouer jusqu'à la fin, essayer de contredire jusqu'à la fin. Bon, bref. Donc tout s'est bien passé, il n'y a pas eu de confrontation vu que finalement il a fini par être obligé d'avouer parce que là c'était vraiment indéniable, la caméra envoyée vraiment avec une netteté vraiment impressionnante, que voilà, le geste était vraiment très visible. Euh, du coup, une audience a été, euh, a été prise pour le mois de septembre. Donc ça s'est passé en mars et à la fin du mois de septembre, j'ai eu cette audience. Et c'était donc il y a 2 jours. Voilà. Et j'étais pas particulièrement stressée parce que je savais en fait que tout était en ma faveur. Dans les cas d'agression sexuelle, c'est très rare en fait d'avoir des preuves. Et c'est tout le problème de ce système. Et pour voir en quoi c'est problématique, je vous laisse vous informer par vous-même. Il y a beaucoup de littérature sur le sujet. Et il y a surtout des personnes qui en parlent beaucoup plus en détail et beaucoup mieux que moi. Et puis parce que moi ici, je veux vraiment parler de mon expérience et de comment ça m'a affectée. Et je n'ai pas très, très envie de m'attarder sur des fonds, on va dire, plus politiques, etc. Mais c'est vrai que dans les cas d'agression sexuelle, la preuve est quand même un élément assez indispensable parce que sinon c'est du parole contre parole et c'est assez compliqué, surtout dans un cas comme ça. Et il se passe que moi j'avais une preuve, ce qui est assez rare en réalité. Là, moi j'avais une preuve et donc c'était indéniable. C'est-à-dire que là, tout y était, la preuve était là, il a été arrêté sur le moment, il n'y avait aucun doute que ce soit lui ou pas, vu qu'il a été vraiment attrapé sur les faits, quoi. La police est tout de suite arrivée, etc., etc. Donc j'étais pas nerveuse parce que je savais que tout était en ma faveur. Mes principales craintes, comme vous pouvez l'imaginer, c'était qu'on se dise bon bah finalement c'est qu'une main aux fesses. Finalement, est-ce que ça mérite vraiment d'être en tribunal? Mon avocat m'avait averti que c'était quelque chose que l'avocat de la défense aurait pu, euh, aurait pu dire en ma défaveur, c'est que finalement, est-ce que ça mérite vraiment qu'il y ait une audience, etc. Et il faut dire que j'ai été, c'était l'inverse, quoi. Je me suis retrouvée face à un tribunal composé exclusivement de femmes. Bon, apparemment, c'est quand même des métiers qui sont assez féminins. Je ne sais pas si je dis des bêtises. Si je le dis, vous pourrez me reprendre en commentaire. Mais ceci étant dit, je me suis retrouvée face à un tribunal composé uniquement de femmes, à part le huissier, voilà, qui était un homme, mais voilà, sinon c'était que de femmes, et qui ont été vraiment très compréhensible, mais vraiment. Et c'était. Je reviendrai plus tard sur l'aspect mystique de la chose pour moi, hein, de l'aspect plus spirituel. Mais je me suis retrouvée face à des femmes qui ont une bienveillance incroyable. Et j'y suis allée avec une amie aussi. Et il n'y a pas eu que du positif hein, dans cette visite au tribunal parce que ben, j'ai pu voir des audiences qu'il y avait avant moi. Ce ne sera pas le sujet de ce podcast, mais moi, ce jour-là, j'ai été traitée avec comme une victime aurait dû être traitée, mais, euh, mais malheureusement, j'ai aussi vu à quel point il y a des failles dans le système. J'ai vu des gens qui ont été jugés avant et après moi et j'ai pu assister à la délibération et c'est une expérience que je conseille très honnêtement. Beaucoup d'audiences sont publiques et on peut donc aller les assister et franchement je vous conseille de faire une après-midi ou une matinée parce que c'est vraiment très très intéressant et je pense que ça pousse à des questionnements vraiment profonds et on se confronte en fait à des réalités et là c'est c'est du performatif dans le sens où ce qui est dit est acté en fait, c'est-à-dire que quand
une présidente déclare, quand un tribunal déclare 1 an de prison ferme, ça veut dire que la personne que vous voyez devant vous va passer 1 an de sa vie en prison. Et il y a quelque chose vraiment, oui, de performatif et de très réel, en fait. Donc, je le conseille comme expérience, c'est très particulier. Euh, et, euh, et donc, ce qui s'est passé, c'est que j'étais devant, comme je vous l'ai dit, un jury qui a été très compréhensif, qui m'a écouté parler à la barre. Vraiment un jury qui était très sensibilisé à ces questions-là, qui les a prises extrêmement au sérieux. J'ai pu avoir la procureure qui a présenté des statistiques sur les violences faites aux femmes, sur les agressions sexuelles dans les transports et les moyens de transport publics, etc. Et, euh, et j'ai senti une sororité incroyable, incroyable. Et j'ai bien senti, et c'est ce que mon avocat et ce que la procureure avait demandé, c'est que mon cas soit pris en exemple. Euh, Ils ont dit tous les deux que ce qui allait arriver aujourd'hui pour moi, c'était une réponse de la France. Que dit la France? Que fait la France en 2022 face à une femme qui est agressée sexuellement dans les transports en commun? Et donc la réponse a été 6 mois. Donc elle a été condamnée coupable à 6 mois de prison avec sursis. Il a été inscrit en tant qu'agresseur sexuel. Et il a eu d'autres sanctions, et je suis désolée, je ne les ai pas ici, je les mettrai probablement en description du podcast, mais je ne les ai pas en tête. En tout cas, c'est ce qui s'est passé. Et bien sûr, j'ai une compensation financière qui était la totalité de ce qu'on avait demandé. Et en fait, j'y croyais pas. Même mon avocat m'avait dit au début, vous savez, dans ces cas-là, souvent, vous n'avez pas la totalité de la compensation financière, voilà, etc. Et là, en fait, la totalité m'a été accordée. En fait, tout ce qui était en ma faveur a été accordé. La seule chose que la procureure avait demandé et qui n'a pas été accordée, et honnêtement, pour moi, ça a été un soulagement, c'est que la personne qui m'a agressée n'était pas française. Si je me souviens bien, du Maghreb, je ne sais plus quel pays exactement. Et du coup, elle avait demandé l'expulsion du territoire français, ce que j'étais pas du tout, je voulais pas du tout, en fait, que cette personne soit expulsée du territoire français. C'était pas du tout mon souhait. Encore une fois, je rentre pas dans des questions politiques ici, mais c'était pas mon souhait. Et effectivement, il n'a pas été expulsé, et je pense que c'est une bonne chose. Il faut savoir qu'il n'était pas là, et ni lui, ni un représentant, enfin ni un avocat ou une avocate. Et, et ça a joué fortement en sa défaveur. Et je suis sortie de cette séance soulagée, mais extrêmement fatiguée. Maintenant que vous avez un petit peu le contexte, j'ai essayé de faire court de ce qui s'est passé. J'aimerais revenir sur le parcours, ce qui m'a été révélé ou pas, sachant qu'encore une fois, ce texte, enfin, il n'y a pas de texte, hein, ce podcast, il est spontané. Et souvent, c'est très difficile parce que quand j'édite, parce que il y a des petits coups parfois, voilà, faut mettre le son, etc., le chant. Et parfois, quand j'édite, je me rends compte qu'il y a des choses que j'aurais voulu dire autrement, que j'ai oublié de dire ci, j'ai oublié de dire ça. Mais du coup, sachant que voilà, c'est du spontané, et que du coup, ça sort comme ça sort. Et c'est le but du podcast, en fait. C'est que ce soit pas mâché, pas réfléchi.
que ce soit craché d'une certaine façon et que ce soit brut, en fait. Je tiens beaucoup à cet aspect baroque du podcast, palissé. Et de toute façon, si vous voulez des discours sur ces sujets-là, qui sont des sujets extrêmement graves et politiques, il y a vraiment énormément de ressources à votre disposition. Et je vous laisse aller voir des gens qui font beaucoup mieux ça, et parce qu'ici, c'est pas le but. Donc pour mon ressenti, c'était... je vais pas dire que c'était dur, parce que c'était pas dur, mais c'était révélateur. Au tout début, ce qui était drôle, c'est que moi, qui pourtant suis une personne éclairée, vraiment très éclairée face à tout ce sujet, que j'avais déjà passé une année de ma vie à travailler vraiment très très dur et très très fort sur des questions similaires. Moi qui connais toutes les statistiques, moi qui ai lu une quantité de témoignages impressionnants et pour des faits beaucoup plus graves, je me suis retrouvée à avoir des réactions que pourtant je connais, que pourtant je sais déceler, mais j'ai eu quand même les émotions que toutes les victimes ont. Tout d'abord, c'est vrai que j'ai pas eu honte. J'ai pas forcément eu honte, ça je l'ai pas eu, pas vraiment. J'ai pas, mais j'ai eu. Mais j'ai eu cette question qui est une question horrible. J'ai eu tout ce questionnement sur est-ce qu'il mérite vraiment ça? Est-ce qu'il mérite que je porte plainte? Mais plus que je porte plainte, est-ce qu'il mérite que j'aille jusqu'au bout? En fait, alors que j'étais la victime dans cette situation, et alors que je sais à quel point c'est important de porter plainte, à quel point c'est important qu'il y ait des condamnations, à quel point c'est presque crucial, et même moi, avec toute l'information que j'ai, avec tout ce que je peux penser, avec tout mon travail, avec moi qui ai cette vision globale du problème, et je sais à quel point la main aux fesses, c'est une extension en fait de crimes beaucoup plus graves, et à quel point c'est tout ça, c'est des polarités en fait. C'est une du moins grave au plus grave, si on peut parler de gravité. Mais moi qui ai toute cette conscience-là, même moi, je me suis dit, est-ce que je vais lui attirer des problèmes? Vraiment, vraiment, je me suis posé ces questions-là. Et, et même moi, j'ai dû y réfléchir, alors que mince, je connaissais déjà la réponse. Et c'est fou de voir comment, en fait, ces questionnements qui sont étudiés, qui sont théorisés, que ce soit en études de genre, en sociologie, en psychologie, toutes ces réactions-là, elles sont vraiment, je sais pas comment dire, mais c'est pas pour rien que toutes ont ce genre de sentiments, enfin toutes, une grande partie, que ce genre, en tout cas que ce genre de sentiments, d'émotions reviennent. C'est que, vous savez, les pommes ne tombent pas très loin des pommiers. Et que même si la pomme s'aperçoit qu'elle est pomme, et que le pommier est pommier, et que voilà, même si la pomme se rend compte du système, on va dire ça comme ça, bah elle est pomme. Et elle a grandi, elle a été alimentée, nourrie par la sève du système, elle a poussé avec l'eau qui a servi à nourrir le système, etc. Et elle est pomme, et elle vient du pommier, et elle sera toujours pomme. Elle pourra être transformée, peut-être, elle pourra devenir, je sais pas, engrais pour la terre, quiche, on ne sait pas.
mais une partie d'elle sera toujours pomme. Et je parlerai plus de cette notion que j'ai des origines et du destin, mais vraiment ce truc de me dire, c'est tellement, la société est tellement engrainée en nous, nos comportements sociaux sont tellement mais écrits au fer rouge que même quand on en prend connaissance, c'est toujours en combat de mettre en pratique, en fait. C'est vraiment un travail de déconstruction et de reconstruction permanente. Et, euh, et je me suis rendu compte à quel point, en fait, toutes ces analyses, en fait, c'est que des outils pour nous aider à vivre ces moments-là de la vie. Mais ce n'est pas la simple connaissance des outils qui fait qu'on puisse les utiliser. En fait, il ne suffit pas de savoir et d'être d'accord. La mise en pratique de ces choses-là dans la vie reste vraiment le point essentiel, en fait. Et c'est fou. C'est fou. Euh, c'est en fait, c'est quand on est confronté aux choses que le travail commence vraiment, en fait. Et, euh, et du coup, j'ai eu ce questionnement parce que une personne qui n'était pas française, qui était, de ce que j'ai compris, sans domicile. Alors, je sais pas, c'était pas un SDF, hein, c'était pas un SDF, mais apparemment, il n'a pas donné de domicile au commissariat. Donc, soit il en avait un, il n'a pas voulu le donner pour pas qu'il y ait d'adresse, et vu qu'il n'y a pas d'adresse sur sa carte d'identité, etc. Enfin, bref, vous avez compris, mais c'est pas un Français, et je me suis posé des questions, mais une personne comme ça, est-ce que je vais pas lui attirer des problèmes? Est-ce qu'il risque pas justement de se faire expulser du territoire? Et j'ai commencé à avoir tout un questionnement dans ce sens-là. Et c'est là où j'ai vécu une première, je sais pas si c'est une injustice, mais quelque chose qui m'a blessée. Et c'était de la part de mon ami. Et je pense que cette histoire, c'est la mienne, mais c'est aussi une histoire de beaucoup de sororité. Où en fait, mes amis ont été ceux que je croyais être mes ennemis, et mes ennemis ont été ceux que je croyais être mes amis. Et ce qui s'est passé, c'est que cette amie que j'ai, c'est une amie qui est très très politiquement engagée, en particulier dans les luttes féministes. C'est quelqu'un qui poste énormément de contenu féministe. C'est quelqu'un qui réagit beaucoup à l'actualité, qui est quelqu'un de très 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 informé, de très lettré et de très engagé. Et dans cette situation-là, elle n'a pas été une sœur. Ce qui s'est passé, c'est que dès le moment en fait de l'agression, il faut quand même savoir qu'on revenait de soirée, donc moi je ne bois pas d'alcool et je ne prends pas de substances, euh, à part situation très 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 occasionnelle dont j'aurai l'occasion de vous en parler, mais disons que c'est pas du tout pas du tout dans mes habitudes, c'est pas quelque chose que je fais avec fréquence du tout, et quand je le fais c'est dans des cadres très très spécifiques. Mais elle, c'est pas son cas. Et cette soirée-là, on va dire qu'elle s'était fait un petit peu plaisir. Euh, et donc, ce qui s'est passé, c'est que sur le moment, son temps de réaction était un petit peu long, mais en même temps, je peux aussi le comprendre. Et c'est au moment où les policiers sont arrivés que j'ai commencé à voir qu'il y avait chez elle un agacement. Alors au début, je comprenais parce que elle n'était pas à l'aise, parce que elle avait un petit peu fait la fête, elle n'était pas à l'aise pour des situations que je comprenais, et elle avait un petit peu peur parce qu'on se rendait au commissariat, elle avait peur d'être fouillée, etc. Et, moi je lui ai bien expliqué qu'on allait pour que je porte plainte et qu'il n'y avait aucune raison, etc. Et en fait, tout le long, en fait, enfin, tout le long de ce processus-là,
Elle a très très fortement exprimé son agacement face au fait d'être là, parce qu'il était presque 4 heures du matin, parce que ça s'est passé à 2 heures du matin, donc en fait on est resté 2 heures au commissariat, et c'est vrai que c'était très long, et qu'on a dû beaucoup attendre, et que tout était très très long de façon générale. Et elle a énormément exprimé son agacement parce que c'était long, parce que comme ça, mais t'es pas encore passé, mais t'as pas encore fait ça, j'espère que je vais pas devoir parler, ah nanana. Et en fait, à ce moment-là, j'avais pas besoin de ça. Euh, parce que, parce que je trouvais que c'était le moment justement de mettre en pratique tout ce dans quoi on croyait. Elle sait à quel point ce que j'étais en train de faire, c'était important, et que dans mon esprit, c'était même une obligation. Et je ne comprenais pas pourquoi pour elle, dans son esprit, ce qu'elle était en train de faire n'était pas aussi un acte militant, un acte engagé, et dans lequel elle devait être à 100%, qu'elle devait être avec moi, en fait. Et ça, c'était le premier élément qui m'a perturbée. Le deuxième élément, c'était le lendemain. Parce que le lendemain, le commissariat m'appelle pour me dire que, voilà, ils vont interroger l'inculpé, et enfin l'accusé, je sais plus trop. Et que, excusez-moi, les termes juridiques, c'est pas mon domaine, mais en tout cas, ils allaient l'interroger, et qu'ils avaient reçu les images, ils avaient bien vu qu'il m'avait touché les fesses, et donc ils allaient le confronter, et qu'il fallait par contre absolument qu'il parle au téléphone avec mon ami, parce que, en fait, lui, dans sa déposition, dans sa première déposition, il avait dit que mon amie était contre moi, et qu'elle avait bien dit que c'était rien, que j'avais dû rêver, etc. Et donc, forcément, il est 8 heures du matin, mon amie dort, mais je vais quand même la réveiller, lui disant, écoute, ils vont l'interroger dans 10 minutes, ça serait vraiment bien que tu leur dises, ça va te prendre 10 minutes. Et en fait, elle était fâchée. Elle était, non, mais c'est pas possible, mais moi je suis en train de dormir, mais moi je travaille à 10 heures. Et je pouvais comprendre son agacement. Et j'ai aussi compris que je pense que son agacement n'était pas contre moi, mais plutôt contre les policiers. Elle disait qu'ils avaient mal fait leur travail. Pourquoi est-ce qu'ils n'avaient pas pris sa déposition la veille? Mais j'ai quand même senti, moi ce que j'ai ressenti, c'est en fait ton histoire, elle commence un petit peu à me saouler. Et c'est ça que j'ai très mal pris, c'est que cette sensation d'être saoulante avec mon histoire, de déranger avec mon histoire. Et c'est ça en fait que j'ai très très mal vécu. C'était moi en fait à ce moment-là, j'étais dans une position où j'avais besoin d'aide, parce que j'avais besoin que cette chose aille de l'avant, que tout soit de mon côté. Et très honnêtement, moi souvent quand il y a des choses comme ça qui arrivent, je me mets à la place de la personne et je vois comment moi je réagirais, et j'aurais pas réagi comme ça. J'aurais dit non, t'inquiète, c'est pas grave, je t'aide. Non mais t'inquiète pas, je ferai tout pour que ce truc que tu es en train de vivre se passe à 5 étoiles. Et ça n'a pas été la réaction que j'ai eue. Donc ça, c'était le deuxième point. Et puis le troisième point, ça a été l'après. Ça a été le fait que moi, j'ai eu cette phase de doute à me dire, mais est-ce que je ne suis pas en train de faire du mal à quelqu'un qui est déjà défavorisé, de par le fait qu'il n'est pas français, que c'est, disons les choses clairement, que c'est un arabe en France, que c'est des gens qui souffrent déjà de discrimination, est-ce que le tribunal va pas être trop dur, etc., etc., etc. J'ai commencé à avoir des espèces de contradictions en moi, et à me sentir mal, et coupable, et cette amie-là a commencé à enchérir dessus et à dire que non, selon elle, il fallait pas que je porte plainte, il fallait que je retire ma plainte, parce que ça allait lui attirer plus d'ennuis qu'autre chose, parce que c'était une personne racisée, et que le tribunal allait être plus dur avec lui, etc., etc. Et que moi, en tant que femme blanche, parce que du coup, oui, je suis une femme blanche, moi, en tant que femme blanche, euh, euh, et que j'avais un privilège par rapport à lui, etc., etc. Et là, en fait, je me suis souvenue
d'un texte que j'avais lu et que j'avais utilisé pour l'écriture de mon mémoire. J'ai oublié le texte, mais je vous le mettrai dans la description de ce podcast. Si je me souviens bien, mais de toute façon, ce sera marqué. C'est un texte, je pense, qui s'appelle Qui défendra les femmes noires, une chose du genre. Je me souviens plus très bien du titre. Et vous irez le lire, je pense que c'est beaucoup plus intéressant. Mais en gros, c'est un texte qui expliquait que les femmes noires, quand elles faisaient face à de la violence, on va dire, intrafamiliale ou intracommunautaire, elles avaient une espèce de double peine. La peine d'être femme, parce que c'est compliqué, mais aussi la peine aussi en fait de la pression de la communauté, parce qu'elle expliquait que souvent, sous prétexte de faire face au racisme et d'être dans une lutte antiraciste, on leur disait non mais tu sais, si tu portes plainte contre lui, tu sais très bien comment c'est, on est noir ou on est arabe, enfin bref, on est racisé. Et du coup, les peines sont plus fortes pour nous, c'est beaucoup plus compliqué pour nous, etc., etc. Et en fait, elle expliquait à quel point c'était nocif, parce que ça empêchait les femmes, en fait, de porter plainte, ça empêchait les femmes de recevoir justice, et donc elle posait une question, c'était qui défendra alors les femmes noires? Si ce n'est pas la justice, parce que, sous prétexte qu'elle est raciste, si ce n'est pas... Enfin bref, vous avez compris. Elle l'explique beaucoup mieux que moi. Je vous mettrai tout en description. Vous pourrez le nom du texte, etc. Je ne sais pas si je vais le retrouver, mais en tout cas, je vous mets le nom en description, etc. Et je me suis souvenue en fait de ce texte. Et j'avais dit non, non. Je pense que je fais une erreur à penser comme ça. Je pense que c'est pas comme ça qu'il faut penser. Et du coup, je vais porter plainte. Et elle avait été vraiment très insistante. Et je pense qu'elle a été trop insistante. Et surtout, elle a fait quelque chose qui m'a vraiment desservie, c'est qu'elle m'a fait culpabiliser. Elle m'a fait culpabiliser de porter plainte. Et en fait, c'est là où ça devient vraiment pervers. Et c'est là où j'ai compris que mon ami était en fait en train de devenir mon ennemi. En fait, elle a fait partie de cet entourage qui décourage les femmes à porter plainte. Alors ce qui est drôle, c'est que c'était pas pour des raisons du genre non mais tu vas pourrir la vie d'un homme. En fait si, c'était un petit peu ça, mais c'est drôle parce que les raisons pour lesquelles elle le faisait n'étaient pas forcément sexistes ou c'était des raisons, on va dire militantes. C'était des raisons antiracistes, des raisons qui pour certains sont nobles, en tout cas pour moi le sont. Mais c'est ça qui est drôle, c'est que même dans cette configuration-là, j'ai quand même fait face à un entourage, en tout cas une personne de mon entourage, qui m'a qui m'a déconseillé de porter plainte, qui m'a au bénéfice en fait de l'accusé, de mon agresseur. Et c'est fou parce que c'est juste les arguments en fait qui ont été utilisés qui n'étaient pas les arguments, on va dire que l'on connaît, on va dire ça comme ça, mais c'est quand même ce qui s'est passé. Et je suis passée outre, je l'ai pas écouté et j'ai continué ma démarche pour porter plainte. Et c'est à ce moment-là où j'ai décidé que j'allais chercher un avocat, etc. Et c'est fou parce que j'ai trouvé un ennemi là où je pensais avoir une amie, et je vous ai dit que j'ai trouvé l'amitié là où je pensais qu'aurait été la violence. Et notamment, moi, j'avais, de par ma connaissance, en fait, du système juridique, et parce que je sais, et c'est mon opinion, et si vous en avez une autre, encore une fois, je vous laisse vous informer sur le sujet, ou juste, je suis désolée, parfois on a des opinions contraires, c'est comme ça, c'est la vie. Mais vraiment, j'ai tellement vu à quel point la justice était défaillante à ce niveau-là, et à quel point c'est une justice qui
qui en fait n'a pas été prévue pour ça, parce qu'elle a été créée à un moment où ces questions ne se posaient pas, parce que le droit des femmes, c'était pas trop ça, c'était pas trop ça, et que la justice doit évoluer, et est en train, je pense, d'évoluer. Après, je laisserai des spécialistes s'exprimer plus sur le sujet, à quel point oui, ou très lentement, enfin bref. Moi, j'ai vu, en fait, j'ai étudié les grandes défaillances, hein. Et donc, je pensais que la justice allait être mon ennemi. Je pensais qu'on allait me dire tout un tas de choses. J'ai eu peur. Déjà, au commissariat, j'ai eu peur. Et je peux vous dire une chose, ces policiers ont reçu une formation contre les violences sexuelles, et je l'ai ressenti parce qu'ils ont été incroyables. Par contre, ils n'ont pas reçu la formation contre les, contre les, contre les violences racistes, hein. Ça, je peux vous le dire, parce que sur ce côté-là, c'était très très dur, très très dur. Euh, mais, euh, mais la preuve est que quand la volonté y est, les choses peuvent changer un peu. C'est donc bien un manque de volonté. Enfin bref. Et, euh, et du coup, oui, la justice, elle, a été mon ennemie. C'est-à-dire que du début à la fin, tout s'est passé avec une fluidité incroyable. Et en fait, il s'est passé quelque chose d'assez impressionnant. C'est que quand je suis arrivée devant les juges, j'avais une position très particulière, c'est-à-dire que les juges, ils sont un peu surélevés par rapport à vous quand vous êtes à la barre et vous êtes face à eux. Et c'est drôle parce qu'on dirait un peu... Moi, ça m'a beaucoup rappelé l'église. Et je pense qu'il y a quelque chose de très église dans un tribunal, bizarrement. Et ça m'a aussi rappelé un truc très particulier. Ça m'a rappelé la première fois que j'ai fait de l'ayahuasca. Alors, ne vous inquiétez pas, c'était pas... Enfin, c'était pas... j'ai pas fait un trip, hein. Mais la première fois que j'ai fait de l'ayahuasca, il faut savoir que ma meilleure amie d'enfance, donc pas celle-ci hein, dont je vous parlais tout à l'heure, une autre, est chamane. Et du coup, j'ai été initiée aux cérémonies d'ayahuasca assez tôt. Et la première fois que j'ai fait de l'ayahuasca, j'ai donc reçu un chant personnel, c'est-à-dire que la chamane chante pour vous. Et j'ai vécu quelque chose de très 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 intense. Un jour peut-être je vous raconterai l'expérience totale, mais là je vais être très succincte. Mais j'ai vécu quelque chose d'assez incroyable, c'est que je suis revenue à l'âge de 6 ans et je pleurais énormément. Et j'étais face à la chamane qui était devenue pour moi une figure maternelle très puissante. Et j'avais ressenti une espèce de bienveillance de femme envers femme. J'avais trouvé, ça a été une expérience vraiment indescriptible et que je décrirai un autre jour, mais quelque chose vraiment, et c'est vrai que je m'étais sentie vraiment comme... vous savez, ça aurait pu être la Vierge Marie qui me regardait. Je ne sais pas comment vous dire, j'ai senti cette figure de mère, mais pas que de mère, de femme, de bienveillance d'une femme envers une autre, quoi. Extrêmement forte, et c'est exactement ce que j'ai ressenti quand j'étais au tribunal, et j'en ai été émue quand j'étais là, quand je racontais en fait ce qui m'était arrivé, quand je racontais les conséquences que ça a eu, le fait que je ne reprenne plus le métro, le fait que je me déplace exclusivement en vélo, parce que en fait je me sentais plus sûre en fait dans les transports, et parce que la violence
la violence des hommes dans la rue est tellement présente, est tellement prégnante, est tellement forte que tout échappatoire à cette violence, tout prétexte en fait pour lui échapper, en fait, c'est juste des moments de liberté qu'on gagne. Et je pense vraiment que les gens qui ne subissent pas cette violence ne peuvent pas comprendre à quel point c'est pesant, à quel point c'est destructeur et à quel point c'est constant. Et j'expliquais ça aux juges et leur regard était d'une bienveillance, et en particulier une juge en particulier que j'ai trouvé tout au long des procès qu'elle avait une attitude de... Je l'ai trouvée incroyable, j'ai trouvé que c'était une femme qui faisait merveilleusement bien son métier. Euh, et, euh, et j'ai eu une espèce de... C'était incroyable, ce moment où je me suis sentie écoutée et j'ai vu dans ses yeux la volonté de me protéger, la volonté de m'aider, la volonté de me faire justice. Et comme si elle me disait, ne t'inquiète pas ma petite, je suis là pour toi. Ah, et rien qu'en disant ça, j'ai l'émotion qui revient parce que symboliquement, c'était tellement puissant d'être à la barre et que des femmes, parce qu'il y avait que des femmes, soient là pour dire non, non, c'est grave et c'est pas normal. Et cette violence, elle est pas normale. Et on est là pour toi. Et on est là pour te tendre la main. Et on est là pour te rendre justice. Et non, ça ne passera pas. Et c'était une symbolique énorme pour moi. Parce que c'est un peu comme si toute cette violence que j'ai subie tout au long de ma vie, à ce moment-là, elle était reconnue. Alors je sais que c'est pas ce qui s'est passé. Je sais que j'ai été jugée uniquement pour une main aux fesses. Enfin, uniquement pour cette main aux fesses-là. Et pas pour toutes les autres. Et pas pour les choses beaucoup plus graves qui ont pu m'arriver dans ma vie. Et pas pour tout le harcèlement de rue. Et pas pour... Enfin bref, je vous passe. On connaît, si vous êtes une femme et que vous écoutez, vous savez dans vos tripes de quoi je parle. Et si vous êtes un homme et que vous comprenez pas, c'est le moment de s'y mettre. Parce que ça vous concerne aussi, mais vraiment. Mais c'était juste un moment de... J'ai ressenti ce truc que j'avais ressenti à l'ayahuasca, d'avoir 6 ans, et ces femmes qui me disent, tu peux être vulnérable ici, on t'écoutera, ta parole est écoutée, en bienveillance, et, euh, et on prend au sérieux, et on n'est pas froide et distance. Elles étaient pas du tout froides et distantes. Elles étaient vraiment pas du tout. Elles étaient vraiment dans la bienveillance et c'était incroyable. C'était vraiment, ça a été incroyable. Et, euh, et c'était fou parce que moi j'ai parlé, j'ai été la première à parler. Après la procureure a parlé. Après mon avocat a parlé. Et il m'a défendu très bien. Et je pense que c'était aussi important qu'il y ait un homme dans l'histoire qui... bon, il était là pour prendre ma défense, mais surtout, euh, c'était un homme qui était là en tant qu'allié, parce que mon avocat est un allié
de la cause et qui était là pour exprimer en fait à quel point si c'était grave et à quel point il avait dit une phrase qui m'avait marqué. Il avait dit, quand j'ai parlé de cette affaire à une amie à moi, elle m'a dit que ces affaires-là ne se règlent pas au tribunal, elles se règlent avec une claque. Et il a dit que pour lui, non. Déjà parce que ça suppose que les victimes doivent se faire justice elles-mêmes. Et que si on en arrive au point où les victimes doivent se faire justice elles-mêmes, ça veut dire que la justice est défaillante. La justice est là pour que les victimes n'aient pas à devoir se faire justice elles-mêmes. Et que ces affaires sont graves et qu'elles méritent toute l'attention du tribunal, toute l'attention de la société. Et, euh, et c'est tellement vrai, et c'est malheureusement tellement pas souvent le cas, et c'est tellement malheureux, et, euh, et suite à ça, la procureure a elle aussi fait son discours, qui était très puissant, qui a mis sur les tables les statistiques sur les violences faites aux femmes, en particulier les violences faites aux femmes dans la rue et dans les transports en public. Elle a dit que 40% des agressions sexuelles qui se passent dans l'espace public se passent dans les transports en commun. Donc ça veut dire que les transports en commun sont un des lieux privilégiés des agressions sexuelles. Et il y avait juste il y a eu une vraie puissance à ce moment-là, une vraie résonance en fait de tout ça. Et les juges ont été incroyables avec moi. À la fin, au moment de la délibération, elles ont eu des mots de douceur envers moi. Et j'ai adoré cette chose où la justice ne m'a pas juste rendu justice, elle m'a donné amour et douceur. Et là où je croyais mon ennemi, j'ai trouvé un ami. En tout cas, j'ai trouvé une amie, des amis, eux. Et je suis très émue, je suis désolée. Et c'est fou, c'est fou parce que c'est fou. Vous savez, il y a une phrase que j'adore. C'est d'ailleurs une youtubeuse, si vous ne suivez pas, c'est Héloïse Monchablon. C'est une youtubeuse elle faisait beaucoup de beauté bio, etc. Mais elle fait aussi beaucoup de vidéos de réflexion. Et même si je ne partage pas toujours ses opinions, c'est quelqu'un que j'aime beaucoup et que j'aime beaucoup suivre. Et elle avait dit une fois une phrase qui m'avait beaucoup marquée, qui est restée avec moi, qui, je suppose, n'est pas vraiment une phrase à elle, mais bon, en tout cas, celle qui l'a dite. Elle avait dit une phrase qui était vous savez, je pense qu'il ne faut pas essayer d'imaginer la vie parce que la vie a bien souvent beaucoup plus d'imagination que nous. Et je trouve que c'est vraiment très beau. C'est un rappel au fait d'essayer de pas trop se faire des projections sur la vie, sur l'avenir, sur ce qu'on veut être, sur ce qu'on croit être, etc. Parce qu'en fait, la vie nous réserve un destin beaucoup plus imaginatif, en fait, de ce qu'on peut croire. Et surtout, la vie a beaucoup plus d'imagination que nous. Et c'est quelque chose qui est resté en moi. Et je pense que là, ça s'applique. Parce que je m'étais fait des projections. Parce que je croyais mes amis, et mes ennemis. Et je me suis rendu compte qu'en fait, c'était un magnifique chiasme. Et que tout s'entrecroisait. Et que non, mes amis étaient mes ennemis et mes ennemis étaient mes amis et ça forme un chiasme qui est vraiment ce que j'adore le plus au monde. Moi, j'adore les chiasmes, voilà. Et ça a été un moment très très fort, tellement fort que j'ai été émue à la fin. Et j'ai pas été émue parce que j'ai gagné une audience pour une agression sexuelle de main aux fesses. Enfin, c'est pas ça qui était génial. C'était tout ce que je viens de vous raconter. C'était cette expérience sororale si intense
tout l'espoir qu'elle m'a donné. Et je pense qu'en tout cas, ça ne veut pas dire, mon expérience ne veut pas dire que ça se passe toujours comme ça. Je pense que très malheureusement, mon cas ne fait pas du tout partie de la majorité. Euh, Parce que ces violences sont systémiques, et si elles sont systémiques, c'est pour une raison. C'est que le système ne permet pas en fait de les déjouer. Et que je pense que j'ai très malheureusement été plutôt une exception à la règle que la règle. Mais ceci étant dit, je pense que là, j'ai vu ce que je voulais que soit l'expérience majoritaire des personnes qui vivent ce que j'ai vécu. Et j'ai envie que mon expérience devienne la norme. J'ai vu un système qui a marché et j'ai envie de me battre et de mettre tout en place pour que ce soit le cas pour toutes les femmes qui vivent ces violences. Et tous les hommes aussi, parce que je parle beaucoup de femmes, mais il y a aussi énormément d'hommes qui vivent des violences sexuelles. Et malheureusement, j'ai vraiment envie que... En fait, c'est comme si j'ai vu la lumière, vous voyez, j'ai vu la lumière et j'ai envie de la repartager avec tout le monde. La première fois que je fais de l'ayahuasca, j'ai eu cette sensation de voir la lumière, d'être éclairée d'une certaine façon. Et c'est exactement ce que je pense qui s'est passé ce jour-là. Et ce qui est drôle, c'est que ce jour-là, j'avais énormément de fièvre parce que, comme par hasard, la veille de mon journée de tribunal, j'ai eu un rhume pas possible, la voix complètement, la gorge complètement prise, ce qui est très drôle parce qu'il fallait que j'aille parler à la barre et c'est ma gorge qui a pris. Et je trouve que là aussi c'est fort en symbolique quand on pense que rien n'a d'effet, que tout va bien et que le corps nous rappelle qu'en fait il y a une épreuve à passer. Et j'avais de la fièvre ce jour-là et j'étais fiévreuse et il y avait quelque chose comme ça pour moi de très fiévreux et sonnant et très particulier. Et j'ai vraiment eu cette sensation vraiment de voir lumière, et j'ai envie en fait de propager ça. J'ai vu le meilleur qui peut se passer. Le meilleur. Tout a été fluide, mais vous vous rendez pas compte, même d'un point de vue administratif. Même mon avocat était surpris à quel point tous les papiers administratifs, toutes les choses ont été d'une rapidité. Il était impressionné. Il a aussi été impressionné par le fait qu'on me donne la somme totale, etc. Et vraiment, cette énorme leçon de me dire quand le monde il est pas blanc et noir et chaque situation est unique et spécifique, mais le monde n'est pas blanc et noir et parfois là où on croit des amis il y a des ennemis et là où on croit des ennemis il y a des amis et ça c'est une grande leçon que j'apprends depuis de nombreuses années maintenant. Quand on commence à faire de la recherche. Moi, j'ai commencé à faire de la recherche parce qu'à la base, j'étais très engagée. Enfin, engagée d'un point de vue intellectuel, on va dire ça comme ça. Et que j'avais énormément d'opinions et j'étais politiquement, on va dire, au courant de toutes ces thématiques-là. Et j'ai donc fait des études orientées vers ça. Et quand j'ai commencé à faire de la recherche, je me suis aperçue que
plus on fait de la recherche, plus on étudie un objet à fond et dans tous ces interstices, plus on se rend compte que le monde est gris, il n'est pas blanc et noir, et que le monde est d'une complexité extrême, extrême. Et que on est vraiment comme des petites fourmis en train d'essayer quelque chose qui les dépasse complètement. Alors il y a des choses qu'on peut voir, hein, mais parfois quand on est confronté à l'immensité du savoir, à l'immensité, à la complexité de la vie, parce que ce qu'on étudie c'est la vie, c'est parfois on se sent vraiment très petit, très minuscule et un petit peu misérable et un petit peu médiocre aussi, et on se sent. Il n'y a pas pire chose pour moi pour l'estime de soi que de faire de la recherche. Parce que certes, on accumule des quantités de connaissances énormes, mais en fait, plus on accumule des connaissances, plus on se rend compte qu'on ne sait rien, que on ne sait rien par rapport au monde. Et c'est une leçon que j'ai commencé à intégrer, moi qui avais des opinions très pointues et tranchantes. Je me suis aperçue vraiment l'importance pas de nuancer forcément, mais l'importance de comprendre la flexibilité et surtout l'agilité d'esprit et surtout, l'humilité. C'est-à-dire comprendre que on sait les choses et on a des opinions à un moment T et que ces opinions elles sont vouées à évoluer. Et si elles n'évoluent pas, c'est qu'il y a un problème. J'ai vraiment compris cette chose que les opinions doivent vraiment en fait être au présent. Et si elles restent trop fixes, c'est qu'il y a quelque chose qui ne va pas. Alors je dis pas les grandes lignes, mais en fait on est voué à évoluer, on est voué à changer d'avis ou à faire évoluer notre avis, à faire évoluer notre regard sur la société. Et si notre regard n'évolue pas beaucoup, s'il ne change pas beaucoup, c'est qu'en fait, on n'est pas en train de prendre en compte les évolutions de la société et surtout les connaissances qui, au fil des mois, des années, des siècles, qui sont en train de se mettre en place. En fait, la connaissance est une mise à jour perpétuelle de nos connaissances. Et nos connaissances, c'est de nos croyances, pardon. Et nos croyances, c'est quelque chose qui fait de nous qui on est, quoi. Et on devient aussi de moins en moins croyant, du coup. Mais ça, c'est un autre sujet. Et ça, je pense, c'est ce qui a manqué à mon ami. Et c'est là où j'ai vu la grande différence entre, on va dire, un certain militantisme Instagram, un militantisme, je ne sais pas comment le définir. Je le définirais comme un militantisme Instagram. Alors, c'est pas pour jeter la pierre aux militants d'Instagram, il y en a qui font vraiment un travail exceptionnel. Mais vraiment, là, pour le coup, ça m'a totalement desservi. C'est-à-dire que je me suis retrouvée face à quelqu'un qui est très forte pour mener une communication intensive sur les réseaux sociaux et auprès de ses amis, mais qui, moi, m'a complètement desservi, en fait, et qui n'a pas été là, en fait. Enfin, en tout cas, pour moi, ouais, ça a été dur, quoi. Et c'est un constat que je fais de plus en plus, et qui est un constat naïf, et je pense que certains et certaines d'entre vous l'ont probablement déjà fait, et ricanent peut-être un petit peu, ou sourient en m'écoutant parler. C'est ce constat vraiment naïf c'est pas parce que les gens disent des choses, c'est pas parce qu'ils proclament des choses, c'est pas parce qu'ils se disent X ou Y qu'ils vont vraiment réagir en conséquence et agir en conséquence. Il suffit pas de se déclarer allié, il suffit pas de se déclarer féministe pour l'être dans sa chair.
Et ça veut pas dire qu'il y a, je vais pas non plus rentrer dans un discours de puritisme militant en disant elle a pas été une bonne féministe. C'est pas ça. C'est pas ça. Mais c'est plutôt de mettre le doigt sur le fait que toutes nos réflexions sur ce sujet-là et sur ces sujets-là qui sont des sujets de société et je pense sur tous les sujets au global, c'est que en fait il faut incarner nos, nos réflexions et qu'en fait les réflexions ne peuvent pas être désincarnées. C'est moi je pense que si elles ne sont pas incarnées, je pense qu'il y a une sorte de contradiction ou alors que c'est un processus qui n'est pas abouti. Incarner les causes que l'on défend et ne pas juste les proclamer et apprendre les discours qu'on nous dit d'apprendre d'une certaine façon et de le recracher comme au lycée, mais de l'incarner. Et je pense que c'est le plus dur. En fait, c'est l'incarnation. Parce que, en fait, tout simplement parce que pour revêtir une nouvelle peau, il faut réussir à enlever et à jeter l'ancienne. Et c'est un processus qui est douloureux, cette mutation, cette transmutation, cette métamorphose en fait de l'être, elle est douloureuse, elle, bah oui, elle est douloureuse, elle est compliquée, elle est très difficile, et mais elle est nécessaire à l'aboutissement en fait. Donc oui, j'ai appris une leçon sur ça, sur l'importance d'incarner ces causes et que, honnêtement, mieux vaut y aller très doucement, mais de façon incarnée, qu'aller à 200%, mais sans prendre la peine de faire ce travail-là. Parce que fondamentalement, les belles paroles n'emmènent pas si loin que ça. Je pense qu'il y a un proverbe, non? Les belles paroles ne font pas de belles choses, je sais pas. Et je pense qu'il y a un proverbe, bah vous le direz. Mais les belles paroles ne suffisent pas. Elles sont belles à écouter, mais elles ne changent pas le monde si elles ne sont pas incarnées dans le monde matériellement. Et en soi, en ça, je rejoins des mots que mon conjoint m'a souvent dit et sur lesquels j'étais en contradiction au début. Et je me rends compte qu'elles portent leur sens. Il disait Actions speak louder than words. Les actions parlent plus fort que les mots. Et moi, j'étais pas trop en accord parce que moi, je disais oui, mais les mots peuvent être performatifs. Oui, mais les mots. Enfin bref, j'avais tout un discours par rapport à ça. Et aujourd'hui, je me rends compte qu'en fait, oui, la parole doit être incarnée. Les théories, ça doit être incarné. Voilà. Et surtout, il faut savoir là que quand je parle d'incarnation, je parle le fait de être incarné, c'est-à-dire dans la chair, c'est-à-dire dans la matière. C'est drôle parce qu'il y a quelques mois, je faisais un stage, vous connaissez peut-être, c'est avec Mystic Moons, que j'aime beaucoup, qui est la sorcière que j'adore, on va dire ça comme ça. Et je faisais un stage justement qui parlait, c'était, on va dire, en gros, rituel, sorcellerie, etc. Parce que c'est, comme vous l'aurez compris, c'est un de mes centres d'intérêt. Et, euh, et c'était fou parce que elle parlait en fait de l'importance de l'incarnation en fait dans un rituel, du fait que dans un rituel, quand on veut demander quelque chose, jeter un sort, en fait il faut l'incarner, c'est-à-dire que il faut matérialiser notre vœu. Et par exemple, si on demande, je sais pas moi, un truc très simple, mais une ouverture des routes, euh, c'est bien qu'à un moment du rituel, on bouge avec la matière, on incarne, on matérialise ce que l'on veut.
Donc, par exemple, pour une ouverture des routes, je sais pas, en coupant un fil, par exemple. En prenant ce fil, en disant, voilà, ce fil représente la route qui est bloquée, etc. Et avec ce ciseau, je coupe le fil et donc j'ouvre les routes. Et en fait, c'est le fait justement de l'importance de rendre, de matérialiser en fait le vœu, cette notion de la matérialisation en fait dans le rituel magique. Et c'est fou parce que je pense que souvent les discours que j'ai pu entendre de Mystic Moons, elles expliquent des choses qui, oui, se passent dans les rituels, mais qui en réalité se traduisent vraiment très bien dans la vie de tous les jours. C'est-à-dire que il ne suffit pas d'énoncer, de demander, de proclamer, même avec toute la vigueur, il faut le présenter dans la matière. Il faut le matérialiser. En d'autres mots, il faut le faire. Il faut que tu coupes le fil, que tu fasses le geste, que tu le matérialises. Si tu ne fais pas, si tu ne matérialises pas, l'action, le vœu, le rituel, en quelque sorte, n'est pas complet. Bon, sachez là que je parle de croyance, j'ai pris l'histoire du rituel comme exemple, mais pour le coup, le rituel, c'est de l'ordre de la croyance. Ça se trouve, il y a des gens qui ne matérialisent pas, mais c'était pour le prendre en tant qu'exemple que je trouve extrêmement parlant et et aujourd'hui, je sens que j'ai vraiment appris cette leçon-là, la leçon de l'incarnation, et qu'il ne faut pas juste écrire et dire quelle est sa vie, il faut l'incarner. Il ne faut pas juste désirer une vie et faire en sorte de la vivre, il faut surtout faire en sorte de l'incarner. Donc c'est ce que je tâcherai de faire, de m'incarner. Toujours plus, toujours plus, toujours plus. Merci beaucoup de m'avoir écouté jusqu'ici. Ça me fait plaisir de savoir que ma parole a été écoutée jusqu'à dans ce podcast. Ce ne sont pas des réflexions révolutionnaires. Mais en tout cas, ce sont des paroles que je veux incarner et qui sont sincères et qui sont brutes. C'est très dur pour moi de parler comme ça de ces sujets-là de façon brute parce que je suis habituée à écrire, à argumenter, à mettre plein de statistiques. Et c'est fou à quel point j'ai du mal à juste m'exprimer là-dessus avec mes mots. J'ai toujours peur de mal dire, C'est fou à quel point c'est compliqué de s'exprimer sur ces sujets-là parce qu'ils sont bouillants. Mais je pense qu'il faut des espaces à la parole libre, à la parole sincère, à la parole brute. Et je pense qu'elle pourra résonner avec certaines et certains d'entre vous. Tout simplement parce que on fait tous société, donc forcément, ça résonnera avec certains et certaines. Pas tous et pas toutes, mais c'est le jeu. Et pour ceux et celles avec qui ça n'a pas résonné, que ça puisse en tout cas vous donner un témoignage, une expérience vécue. En tout cas, j'ai envie de remercier la bienveillance de ces juges-là qui m'ont offert un moment qui était pour moi mystique, un moment de bienveillance entre femmes et un moment où des femmes ont rendu justice aux femmes, à une femme ce jour-là, moi, et que ça continue, et que le chemin continue. Il est dur, il est sinueux, il est fait de lutte et de révolte, mais il est indispensable, il est vital. Il est vital. Et
Mais cette expérience m'a donné une force incroyable. Une force incroyable. Cette image que j'aurai pour toujours de ces femmes qui, ce jour-là, avaient le pouvoir et qui l'ont utilisé pour se rendre justice à moi, mais en me rendant justice à moi, je pense elles rendent justice à elles et à toutes les autres. Et je n'oublierai jamais ce moment sororal. C'est bien la preuve que la sororité est puissante, est forte et que même si parfois, face aux chiffres, face à toute la violence qu'on vit, c'est bien la preuve que le combat vaut le coup d'être mené. C'est bien la preuve que nos efforts sont récompensés. Le jour où ma mère a été agressée sexuellement dans le bureau de son chef, elle n'aurait jamais pu espérer qu'un tribunal italien puisse lui rendre justice, ne serait-ce que par le fait que le terme agression sexuelle n'existait même pas à cette époque-là. En tout cas pour une main aux fesses. En me vengeant moi ce jour-là, en ayant eu justice, je l'ai fait pour moi, mais je l'ai aussi fait pour ma maman, je l'ai fait pour ma grand-mère, pour toutes mes ancêtres. Je l'ai fait pour elles aussi, pour leur dire que maintenant c'est fini. Et que je suis là pour mener en avant ce combat. Et qu'un jour, ce sera moi qui regardera du haut et qui aidera une autre femme. Et ainsi se formera la chaîne. Je vous embrasse. Merci.